Bonjour, partageinfo.com est avec Iteru Orowe, responsable éducation chez Afrocentricity International. Vous êtes l'auteur du livre L'harmonie Kamit aux éditions Menevuk. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de ce livre, L'harmonie Kamit? Oui, alors bonjour. Pourquoi est-ce que j'ai publié ce livre, L'harmonie Kamit? Tout simplement parce que je constatais qu'il y avait une très grande difficulté à communiquer par rapport à tout ce qui concerne le paradigme Kamit, la vision afrocentrique du monde. C'est-à-dire que lorsqu'on découvre, ça semble un peu surprenant, quand on découvre que les Africains ont leur propre vision, une vision qui est globale, une vision qui peut être totale en matière de spiritualité, en matière de repères historiques, en matière de perspectives pour l'avenir, effectivement, sachant qu'on vit dans un monde où cette spécificité africaine est vue plus comme un exotisme, est vue plus comme une déficience, est vue plus comme un boulet que l'on traîne, que comme une réalité qui peut être positive, eh bien on se heurte à un mur d'incompréhension, voilà, y compris parfois avec des personnes qui nous sont proches. Et de cette impossibilité d'échanger, parce que la vérité a été cachée pendant si longtemps et que ce travail de décentrage, ce travail de menticide, c'est un néologisme, le mot menticide, ça veut dire détruire un peuple par le mensonge. Ce travail de menticide s'est fait sur plusieurs générations et donc aujourd'hui, même quand on a des repères historiques précis, avec des références, quand on a un discours simple, qui est en même temps tout à fait accessible, parce que facile à comprendre et un discours de vulgarisation qui n'est pas forcément revanchard, un discours simplement optimiste et plein de promesses pour l'avenir, on n'est pas compris. Donc, face à cette difficulté d'être compris, j'ai décidé d'écrire un livre de façon à ce que des Africains ou des Afro-descendants qui ne sont pas Kamites, c'est-à-dire qui n'adhèrent pas à la spiritualité africaine et qui ne sont pas non plus engagés dans le process de renaissance africaine, puissent comprendre un peu ce que nous faisons et voir dans quelle mesure leur propre vie, elle, est imprégnée d'africanité et que certaines choses qui sont fondamentales dans la société africaine, ces personnes peuvent déjà les ressentir. C'est pour ça que moi, dans ce livre, j'ai voulu que la culture africaine soit vue comme quelque chose de global, qui transcende les frontières géographiques. Alors, quelque chose qui peut surprendre, je commence mon ouvrage en parlant d'Alexandre Dumas. Alors, beaucoup de gens vont dire quel est le rapport entre Alexandre Dumas et l'Afrique, tout simplement parce qu'il était d'origine haïtienne par sa grand-mère et parce que son œuvre étant imprégnée de cet optimisme africain atavique. Son œuvre respire la bonne humeur, son œuvre respire la victoire de la justice contre l'injustice. C'est ce qui en fait un écrivain très divertissant. C'est une littérature de l'aventure, de l'ouverture sur le monde, et c'est en même temps une littérature où il y a des valeurs. Et donc, je parle aussi des inventeurs noirs dans mon livre, je parle de la spiritualité, des rapports entre la spiritualité africaine et la philosophie asiatique, du rapport entre le corps et l'esprit, de la conférence du Caire, où les thèses de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga se sont imposées, colloque organisé par l'UNESCO, et l'africanité de l'Égypte antique a été reconnue par la communauté scientifique internationale. Donc c'est un livre plein d'espoir, un livre où on apprend aussi que nous avons un ennemi intérieur qui est notre propre capacité ou difficulté à voir l'avenir avec optimisme, la colère qui, lorsqu'on découvre certaines vérité cachée peut nous étreindre et nous empêcher de bien vivre, et que effectivement nous avons un ennemi intérieur qu'il faut pacifier de façon à voir les choses avec beaucoup d'optimisme et vivre l'instant présent. Ce n'est pas parce qu'on connaît son histoire qu'on ne peut pas vivre l'instant présent. Ce n'est pas parce qu'on connaît son histoire
qu'on ne peut pas construire pour le futur, et je dirais même que c'est justement parce qu'on connaît son histoire qu'on peut construire une vie individuelle pleine de promesses et pleine de réussites, pas seulement matérielle, mais aussi psychologique, affective, et aussi construire un avenir pour notre peuple disséminé de par le monde. Voilà en gros pourquoi j'ai écrit ce livre, l'harmonie kamite. J'ai voulu l'écrire dans la langue la plus simple, la plus accessible, peut-être la plus musicale, puisque l'harmonie c'est aussi une harmonie musicale. Et alors justement en parlant de menticide, est-ce qu'on peut revenir sur des liens qu'il y aurait eu entre l'Afrique antique et le continent américain? Oui. Alors effectivement, le but du menticide, c'est-à-dire de la destruction de l'âme d'un peuple par le mensonge institutionnalisé, visait aussi à effacer toute présence africaine dans le monde et à faire démarrer une histoire, inventer toute pièce des Africains par leur mise en servitude récente. Même si cette mise en servitude certes est réelle, mais l'histoire de l'humanité ne commence pas avec la servitude et sûrement pas l'histoire des Africains. Et donc c'est pour ça que la présence africaine aux États-Unis a été, la présence africaine en Amérique précolombienne a été occultée. Heureusement, il est très difficile de falsifier l'histoire à long terme. C'est une entreprise humainement impossible à réaliser. Et c'est ainsi qu'en 1938, un chercheur du nom de Matthew Sterling, au Mexique, a découvert sur le site de La Venta, près du village de Tres Zapotes, une tête sculptée dans la pierre énorme qui faisait 10 fois la tête, 10 fois la grandeur humaine d'une tête. Et cette tête, c'était négroïde. Et Matthew Sterling a été vraiment étonné de cela. Il appartenait à une université prestigieuse, le Smithsonian Institute, et il a décidé de revenir sur les lieux avec une équipe assez étoffée de chercheurs et d'archéologues. Et ils ont mis au jour plusieurs sculptures du même type. Alors à chaque fois des têtes avec des casques, des têtes d'hommes africains géantes. Et toutes ces têtes, alors sur le site de La Venta, il y en avait 4. Et toutes ces têtes regardaient vers l'Atlantique, vers l'océan Atlantique. Et finalement, à partir de ces découvertes-là, ensuite 7 autres têtes ont été trouvées, 7 autres têtes du même type ont été trouvées au Mexique. On a pu retracer, en fait, des chercheurs ont pu retracer le cheminement de ces hommes et les liens anciens qui ont pu lier l'Amérique précolombienne à l'Égypte antique. Un chercheur aussi comme le Guyanais Ivan van Sertima a publié en 1976 un livre connu, très connu, They Came Before Columbus. Ils sont venus avant Colomb. Et dans son livre, ce linguiste et anthropologue, à partir de ses propres recherches et d'autres sources, trouve que en fait, ces Africains sont venus à l'époque des pharaons nubiens, à l'époque de Taharqa. Et effectivement, les datations qui seront faites au carbone 14 prouveront effectivement qu'on peut estimer aux alentours de 880 avant Jésus-Christ ou 600 avant Jésus-Christ l'existence, ou 680 l'existence de ces sculptures et leur apparition au Mexique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il existait des liens anciens entre l'Égypte antique et l'Amérique précolombienne, et que, en fait, il s'agissait de faire un commerce basé sur l'or et d'autres métaux, et que les pharaons, enfin les Nubiens entendaient avoir des positions politiques importantes au sein des sociétés de l'Ouest américain,
et notamment au niveau du Mexique. Et donc, quels sont les héritages qui ont été laissés par ces Nubiens, ces Africains? Il y a notamment la construction des pyramides. Il faut savoir qu'à l'époque où les pyramides du Mexique ont été construites, l'Égypte ne construisait plus de pyramides. Mais la Nubie, oui. Parce que les pharaons Taharqa et Pianki ont voulu faire revivre le grand héritage classique de la grande période pharaonique égyptienne. Et il n'y a pas de traces de pyramides au Mexique avant justement ces dates 680 ou 880 avant Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autres traces de pyramides, donc effectivement la synchronisation des deux expériences architecturales nubiennes et mexicaines et précolombiennes est avérée. Quels sont les autres héritages qu'on peut trouver? Alors je veux citer un héritage qui est tout à fait surprenant et qu'on n'attendrait pas forcément là, c'est le fameux Basenji. Le Basenji, c'est un chien qu'on ne trouve qu'en Afrique, ou qu'on trouve essentiellement en Afrique. Et on a trouvé effectivement des traces de la présence de ce chien dans le Mexique pré-colombien. Ce chien qu'on trouve aussi en Nubie, le Basenji, et qu'on trouve ailleurs en Afrique. Beaucoup d'Africains connaissent ce Basenji. Si vous allez sur Google Images et que vous tapez Basenji, vous allez tout de suite reconnaître un chien. Beaucoup d'Africains vont reconnaître un chien qui aujourd'hui encore leur est très familier. Voilà, ça c'est un exemple. Troisième exemple. La momification, les procédés de momification pour les momies précolombiennes mexicaines sont les mêmes que les procédés de momification des momies égyptiennes pharaoniques. Voilà, ces trois exemples. Et les Africains avaient souvent l'occasion justement de faire le voyage grâce au fait que les courants marins favorisaient justement ces voyages de façon volontaire ou involontaire. Donc les Africains auraient mis pied plusieurs fois en Amérique dans leur longue histoire, soit de façon volontaire, soit de façon involontaire du fait des courants marins qui les y poussaient. Et tout simplement pour dire que en 1311 de notre ère, les Africains ont encore fait un voyage là-bas, et sous les auspices de Aboubakari II, le roi du Mali. Et ils ont pu encore à nouveau s'établir en Amérique. Et plusieurs travaux ont été faits là-dessus, notamment celui du chercheur africain Pathé Diagne dans son livre Tarana. Et donc les études ne manquent pas sur cette question, les preuves archéologiques sont assez nombreuses. Et finalement, il est bon que de plus en plus de gens soient au courant de ces vérités scientifiques. Alors également une question vraiment différente, mais sur la place de la femme dans l'Égypte antique. Est-ce que vous pouvez nous informer un petit peu sur son rôle et la façon dont elle était perçue à cette époque? Bien sûr. Alors, il faut savoir que l'histoire de l'Égypte antique est une histoire qui se prolonge sur plusieurs millénaires. Oui. Puisque 3400 avant Jésus-Christ, c'est l'invention de l'écriture. 3200, c'est l'unification de la Haute et Basse Égypte par le pharaon Narmer. Et 333 avant Jésus-Christ, c'est la fin de l'Égypte antique. L'Égypte perd son indépendance du fait de la conquête par Alexandre le Grand, le Macédonien. Donc, c'est une longue histoire. Et comment est-ce qu'on peut voir la place de la femme dans l'Égypte antique? C'est notamment par rapport aux déesses. Il y a énormément de déesses dans l'Égypte antique. On parle beaucoup de la Maat. La Maat, justement, c'est une déesse. La déesse de l'harmonie, la déesse de la justice, la déesse de l'harmonie cosmique et de la rectitude. C'est pas rien, c'est même beaucoup de choses, c'est même peut-être l'essentiel finalement. Il y a aussi Aset, Asata, Isis, les Grecs l'appelaient Isis, qui est la mère de Horus, l'ancêtre de tous les pharaons, et la femme de Osiris, qui est
le dieu qui est chargé de veiller sur les morts. Alors j'emploie le mot dieu, je ne devrais pas. Hein. Il s'agit des Néterou en fait, des génies tutélaires qui sont des émanations d'Amon-Ra. Mais parler de Dieu, ça voudrait dire qu'il y a du polythéisme, mais non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Ils sont là pour appliquer la politique d'Amon-Ra, ils sont un peu comme des ministres, et s'il y a une divinité suprême, c'est Amon-Ra. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, ça fait déjà 2 déesses. Il y a aussi Sekhmet, qui symbolise la force. C'est pourtant une déesse féminine, c'est la lionne, Sekhmet. Si vous allez au musée du Louvre, vous allez voir des effigies de Sekhmet, elle est très impressionnante. C'est comme un être humain, mais avec un visage de lionne. Et elle est très, très belle, très impressionnante, Sekhmet, et elles peuvent symboliser la force incontrôlée. Donc, nous avons des déesses, et ça veut dire que la femme est forcément très respectée. Maintenant, dans la période de l'Égypte antique, il y a aussi des reines. La 18e dynastie est inaugurée par la femme du pharaon Ahmosé, qui est Ahmosé Néfertari. C'est une femme sur laquelle on a pas mal de textes anciens. Et nous avons aussi... alors c'est la femme du pharaon, c'est pas le pharaon. Mais nous avons l'exemple, toujours pour la 18e dynastie, de Hatshepsut. Alors qui, elle, du coup, a pu régner pendant 20 ans. Et faire plusieurs constructions très importantes, des temples. Et elle a aussi été à l'origine d'une grande excursion qui est une excursion au pays de Punt. Donc son règne a été très constructif. Et voilà, et donc puis chacun connaît la reine Tilly, puisque son buste est au musée de Berlin, un vrai buste de femme africaine. Reine Tilly, d'un noir très intense. Et la reine Tilly était la mère du pharaon Akhenaton et l'épouse du pharaon Amenhotep III. Voilà, toujours pour la 18e dynastie. Donc voilà la place de la femme. Et nous avons aussi des textes de sagesse où on nous parle de la femme. Ptahhotep ou Ani nous parle de la femme pour nous dire en fait qu'un homme doit faire confiance à sa femme par rapport à tout ce qui est gestion des affaires de la maison, et il n'a pas à ordonner parce qu'elle sait très bien ce qu'elle a à faire, quoi. Donc il ne faut pas ordonner, il ne faut pas commander parce que la femme sait très bien ce qu'elle a à faire. Voilà. Et donc la notion qu'il faut retenir, c'est la notion de complémentarité entre l'homme et la femme. Osiris a son parèdre féminin qui est Aset, Isis, et l'un et l'autre se complètent. Et les Néterou, donc les génies tutélaires égyptiens, fonctionnent souvent par 2. L'un est féminin et l'autre masculin. Mais aucun des 2 n'est au-dessus de l'autre, ils se complètent. Voilà la vision de la femme en Égypte antique. C'est entendu. Hétéro Orowe, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.